France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est lundi et c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors une semaine un peu bizarre, il faut le dire, qui va être, c'est la semaine préférée des employés en fait, du mois de mai, parce que 2 jours fériés, demain, jeudi, pour ceux et celles qui font le pont, d'autres vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, on est ravis de vous retrouver en tout cas pour le LGF avec un duo féminin aujourd'hui. Hanan Zawadi, ça faisait longtemps. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, salam alaikum à tous. Et je te présente la Nargis. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Nargis. C'est un peu plus calme que vendredi Nargis, t'as remarqué? Ouais, oui, clairement. Ça va être plus studieux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire plus brillant que vendredi? Je sais pas. Je sais pas, mais c'était bien. Ouais. C'était animé, hein? Ah oui, c'était très animé avec Hamou Bouaka, Zenver de Santos, Damien Charles et donc Nargis qui a essayé avec sa petite voix de s'imposer. Elle y est plutôt bien arrivée d'ailleurs. À se faire respecter. Bienvenue tout le monde jusqu'à 18h. Donc c'est votre LGF avec le programme de Madame Zawani. C'est quoi aujourd'hui? Alors un avis tranché sur l'organisation politique. Donc le titre de mon avis tranché, organisons-nous. Donc une tribune tout simplement. Et en coup de cœur, donc la marche des 1400 km, donc qui est organisée par Cédric Héroux, militant pour les réfugiés, on va dire. 1400 km à pied? À pied, bien sûr. Ah ouais. Ça nous rappelle une autre marche, non? Ouais, absolument. Voilà. Ma chère Nargis, tu vas te lancer dans le bain de la vie tranchée et ton premier sera... Alors ça va être sur le 5e mandat de Bouteflika en marche qui le commence. 5e mandat, oui, absolument. Donc le titre c'est le mandathlon de Bouteflika, parti pour un nouveau record, point d'interrogation. Oui, très bien. Bien parti. Voilà. Oui, a priori bien en tout parti, cas. je pense. Le coup de cœur. Et le coup de cœur, ça va être, c'est en écho à ce que Hanan va présenter. C'est sur une campagne d'Amnesty International qui s'appelle Through the Eyes of a Refugee. Oh, tu parles bien l'anglais. Ouais. Mieux que moi en tout cas. On fait des efforts quand même. Ouais. Et donc en fait c'est une campagne pour sensibiliser le soutien aux réfugiés aux Pays-Bas qui m'a vraiment touchée et que j'ai trouvé particulièrement bien réalisée. Très bien. Eh bien tout un programme. Évidemment nous allons parler de plein de choses dans cette émission, mais aussi recevoir un invité, ma chère Hanan. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui nous recevons donc Jean-Riyad Kechaou, donc auteur du livre 97 700. 700. Alors le titre je m'en souviens plus. Le Bosquet oui, c'est le Bosquet de Montfarbeil. Voilà. Ouais. Donc il arrive aux alentours de 17h, 17h15. Il vient de finir ses cours à 15h45, donc on l'attend. Voilà. Bon, si vous le chopez sur la route, vous l'amenez le plus vite possible au studio. C'est parti pour le programme du LGF. Je vous souhaite la bienvenue et vous allez découvrir dans un instant un nouvel artiste qui sera avec nous le 20 juin prochain. La liste commence à s'allonger, à devenir intéressante. À l'occasion de la spéciale du Grand Forum qui aura lieu, je le rappelle, le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage, bel endroit magique. On y était d'ailleurs hier pour ce superbe concert pour Jamel Alam. C'était absolument émouvant de voir cet artiste qui a tant donné pour la culture algérienne il a plutôt d'ailleurs bien réussi d'interpréter une chanson. Il est atteint du cancer, très malade, et il a quand même tenu à être là et à remercier son public, et les artistes étaient nombreux hier pour lui dire merci pour l'ensemble de son œuvre musicale. Tout ça organisé par le bon soin de Méziane Azaïch et de Hafid Jemaï. Hafid Jemaï qui sera d'ailleurs aussi avec nous le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage. Ça va être que du live parce que nous on aime que les vrais. Y a pas de playback. Non. Si c'est des playbacks, on refuse, nous. C'est que du live avec des musiciens professionnels qui seront là pour accompagner tous les artistes, pour passer une bonne soirée et rencontrer l'ensemble de l'équipe. Hanan et Nargis, par exemple. On a hâte de vous rencontrer. Eh bien, rendez-vous le 20 juin et pour ce faire, vous allez directement sur le www.cabaretsauvage.com et guettez bien les réseaux sociaux de la radio du Grand Forum. Surtout que le lieu est juste magique. Ah ouais, c'est clair. Voilà, je sais pas si tu connais Nargis. Non, je vois où c'est, mais j'ai jamais été. C'est tout de rouge, c'est magnifique. Oui, vraiment. C'est en plein cœur du parc de la Villette. Ouais. C'est juste magnifique, absolument. Et on va s'y sentir comme à la maison, c'est un peu le principe et le but. Donc voilà, guettez bien aussi les réseaux sociaux, on va pas tarder de lancer l'événement justement pour vous permettre de réserver bien le plus rapidement possible. Dépêchez-vous parce que le nombre de places est évidemment limité. Donc premier inscrit, premier réservé, premier servi, je tiens à le préciser. On a combien de places, Christophe? C'est gratuit. Ah, ça je le dis pas. D'accord. Donc allez-y, réservez, il y en a quand même un certain nombre, mais dépêchez-vous quand même parce que ça peut aller très vite. Donc réservez vite, c'est gratos. Donc voilà, c'est histoire vraiment de se retrouver, de faire la fête après le Ramadan qui
approche à grands pas. Oui, C'est pour la semaine prochaine. Avec impatience, Oui, Ouais. le 16 ou le 17 mai, puisque le CFCM fait savoir qu'il annoncera la date du premier jour du Ramadan, le mardi 15 mai, à la Grande Mosquée de Paris. Donc calcul scientifique alors? Non, il faut. Non. Ah non, Non, avec bah la lune, d'accord. Bah, du coup, Enfin, oui, ils attendent le 15 Zahma. parce que. D'accord, eux, Zahma. c'est la lune. Ouais. Ok. Oui, Zahma, voilà. Donc ça c'est pour le Ramadan qui approche à grands pas, évidemment, un Ramadan que vous évidemment suivez sur France Maghreb 2. Le grand forum, Ramadan ou pas, on sera là parce que l'actualité ne s'arrête pas. D'autant plus qu'on va rentrer dans une semaine un petit peu chaotique. Vous savez que c'est le 12 mai, à savoir vendredi prochain, que Donald Trump devrait annoncer sa décision quant à rompre ou pas les accords iraniens. Si toutefois ils sont rompus, cela pourrait avoir des conséquences absolument dramatiques. Je vous rappelle également un autre événement et de taille, c'est évidemment le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem qui devrait avoir lieu le 14 mai prochain en présence apparemment de Donald Trump. Et justement on va en parler dans le LGF parce que selon une journaliste plutôt bien informée, aucune délégation française sera représentée. Est-ce un boycott? On se posera la question, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, aucune délégation française ne devrait participer à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donald Trump avait décidé de transférer son ambassade, vous vous en souvenez, de Tel Aviv à Jérusalem il y a 4 mois. S'agit-il d'un boycott des Français? On y revient et en détail. Invité Jean-Riyad Kachaou, auteur de 93 700, témoignages sur les problèmes sociaux, économiques, l'islam, la police, la politique, le sport, la culture, l'école et les discriminations. Cinéma, les Palestiniens auront pour la première fois un pavillon de représentation officielle au Festival de Cannes pour cette année. La question LGF, politique étrangère. Après une année à l'Elysée, le principal succès d'Emmanuel Macron est-il d'avoir redoré l'image de la France dans le monde? Selon vous, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et nous terminerons évidemment par le fameux Libertad en fin d'émission tout à l'heure. LGF, le grand forum avec Hanan Zawani et Nargis qui sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h, mesdames, messieurs, au 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, comme d'habitude, pour prendre la parole. Alors, il y a eu 2 élections importantes ce week-end. D'abord, les municipales en Tunisie, et avec un faible taux de participation, 33% de participation. Et ce qui semblerait, c'est que les listes indépendantes arrivent en tête, et c'est Nahda qui serait le grand gagnant finalement de cette élection municipale. Nida Tounes n'arriverait qu'en 3e position. Et une élection aussi importante législative du côté du Liban, ma chère Nargis, je sais que tu connais un peu le Liban. Oui, je connais un peu, ouais. Et Saad Hariri pourrait conserver finalement son poste, mais mis un petit peu quand même en difficulté. En tout cas, c'est une scène qui peut apparaître assez choquante pour de nombreux sunnites libanais qui s'est déroulée dans la soirée hier soir. Donc les résultats préliminaires et les projections fournies par les médias locaux laissaient inaugurer donc une victoire du camp pro-Hezbollah. La vieille alliance dite du 8 mars formée autour du mouvement chiite donc semble avoir été de la partie, puisque donc le Hezbollah pourrait se retrouver majoritaire au Parlement libanais. Ça t'étonne, ma chère Nargis? Ça m'étonne pas dans le sens où j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'abstention quand même dans le reste des autres votants en fait. Et le Hezbollah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un parti qui est vraiment très très bien organisé, puisque il représente en fait, au-delà d'un parti, c'est presque un mode de vie pour tous les gens qui vivent dans le sud Liban, puisque le Hezbollah assure plein de fonctions que l'État devrait normalement assurer, mais ce n'est pas l'État libanais en fait. C'est-à-dire, quand je pense aux services, je pense notamment aux hôpitaux, à l'éducation, etc. Donc en fait, c'est hyper structuré, et je pense que du coup, quand ils appellent à voter, il y a vraiment un vote qui suit derrière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le courant du futur devrait cependant conserver le leadership de la communauté sunnite, ce qui, d'ailleurs, sur le papier, offre à son chef, le premier ministre sortant, Saad Hariri, de pouvoir être reconduit, la possibilité d'être reconduit en tout cas à ce poste réservé à un sunnite en vertu du système confessionnel libanais. C'est important de le rappeler et de le dire. Voilà. C'est vraiment important ça dans la société libanaise, hein, le confessionnalisme, c'est quelque chose qu'on s'imagine pas du tout en France, mais au Liban on vote selon sa communauté, hein. C'est vraiment. Ah oui.
Ouais. Alors, il y a une chose qui est à noter justement sur ces deux élections, que ce soit les municipales en Tunisie ou les législatives au Liban, c'est que c'est une élection qui a été marquée par l'arrivée des femmes. En Tunisie, 50% des listes étaient présentées par des femmes et par des jeunes. Et au Liban, on a eu plus de 80 femmes qui se sont présentées sur 500 ou 600 candidatures. Ok, d'accord. Oui, effectivement, les femmes prennent le pouvoir et ça c'est très bien. Non, c'est un très bon signal et puis ça rejoint ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, quoi. Donc c'est une très bonne nouvelle. Effectivement, on peut juste regretter pour la Tunisie le faible taux de participation, mais bon, à la limite, ce sont des municipales, donc des élections qui ont un enjeu local, on va dire. C'est un enjeu important parce que c'est un enjeu de démocratie locale et en réalité, moi je trouve ça assez inquiétant que les citoyens tunisiens ne se soient pas mobilisés. Donc pourquoi ils se sont pas mobilisés? Parce qu'il y a une défiance énorme au niveau du pouvoir politique. Donc la France et notamment les autres pays européens mettent en avant ce nouveau modèle de démocratie qui est encore imprès en réalité des us et coutumes de l'ancien régime. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils se sont pas déplacés? C'est qu'ils sont complètement sous le poids d'un taux de chômage qui est important. Enfin, la Tunisie ne va pas bien et les Tunisiens ne vont pas bien. Oui. Démocratie fragile, voilà, pour l'heure. Oui, en construction. Alors peut-être que dans 10 ans, c'est aussi des nouvelles habitudes qui doivent être prises. Donc d'ici 10 ans, ça va certainement s'améliorer. Mais aujourd'hui, c'est un petit pas timide des Tunisiens quand même qui est à noter. Retour en France, et si vous souhaitez vous exprimer évidemment sur ces deux élections importantes quand même, eh bien vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner votre sentiment qui nous intéresse bien entendu. La question du jour aujourd'hui, eh bien, vous savez que ça fait 1 an que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, au poste de président de la République. La question elle est toute simple. Aujourd'hui, a-t-il redoré l'image à l'international de la France, selon vous? On peut dire que pour l'heure, sur les réseaux sociaux, vous êtes en grande majorité à dire que non. Hanan, est-ce que quand même Emmanuel Macron a changé un peu l'image de la France à l'international? Il a imprimé sa marque déjà, donc une approche qui est beaucoup plus moderne dans sa communication, dans les outils de communication aussi qu'il utilise. Après, il y a 5 événements principaux en réalité sur lesquels il a bien marqué sa marque en politique étrangère. Donc, je vais vous les citer, chers auditeurs. Ouais. Donc, Vladimir Poutine qui a été reçu à Versailles, donc effectivement un symbole fort à plusieurs titres, un geste qui est d'autant plus notable de la part d'Emmanuel Macron quand on sait que les relations étaient plus que froides. En octobre 2016, le président russe qui avait annulé sa dernière visite à Paris. Donc là, effectivement, il fait preuve d'ouverture. Alors un autre événement notable, c'est le fameux Make Our Planet Great Again, donc qui fait que à l'étranger, il a une très bonne image, notamment. Il est venu il est venu attaquer de manière frontale par le biais de ce tweet Daniel Trump. À côté de ça, Donald Trump. Ah, j'ai dit quoi? Daniel. Alors, avec les prénoms, c'est une catastrophe. Je sais pas si c'est la version française de Donald. Je sais pas, mais c'est toujours comme ça. J'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms. Et par contre, petite punchline nargis comme ça. Hop. Par contre, ce qui est à noter, c'est que il a invité le président américain au défilé du 14 juillet. Donc une manière pour lui de rompre l'isolement de Donald Trump et qui permet aussi de replacer la relation franco-américaine dans une perspective qui était historique. Ouais, donc voilà, il y a d'autres, le fait de sauver entre guillemets l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, donc ça il y tient et puis pareil, il se confronte à la puissance américaine. Donc c'est une bonne chose. Il se confronte avec plein de câlins par contre.
Ils Quand se même. confrontent. Avec plein de câlins et plein d'embrassades. Oui, mais Chaleureuse. oui. Alors après, oui, c'est vrai qu'il y a la forme effectivement qui est un petit peu Là, tu fais étonnante. référence à la visite de Macron aux États-Unis. Ouais. Oui, mais même lors de sa première visite, ils étaient pratiquement à se faire un smack. Oui. J'avais l'impression. Enfin, c'était un petit peu. Ça avait plus regardé. Hein. C'est un petit peu bizarre. Mais par contre, il est intransigeant sur les points qui l'intéressent, quoi. Et après, dernièrement. Sauf qu'avec Poutine, quand même, on va dire que les relations se sont quand même quelque peu refroidies après le choix de la France d'avoir été aux côtés des Américains et des Anglais. Eh bien, Par rapport à la Syrie. Par rapport à la Syrie. Voilà. Et ça, Poutine l'a très peu digéré pour l'heure. Hein. Exactement, exactement. Donc effectivement, c'est un président comme qui revendique de parler à tout le monde, mais on se pose la question si la diplomatie en même temps n'est pas fragile et ne va pas le décrédibiliser à long terme. En tout cas, force est de constater quand même qu'il y a une certaine nouveauté, en tout cas dans ce qu'il apporte Emmanuel Macron à l'international. Est-ce à dire qu'il a redoré l'image de la France? Ça, c'est un autre débat. Et a priori, vous êtes en grande majorité à dire que non sur les réseaux sociaux. Nargis, qu'en penses-tu? Mais peut-être physiquement un peu quand même, parce que après Hollande, je pense que il est quand même arrivé, il apporte quand même une certaine fraîcheur visuellement, ça va. Un certain charisme aussi, il a une manière de parler, il a une très bonne com, donc on va dire que au moins pour ça, à l'international. Après, il a un vrai joker, Nargis, qui est Brigitte Macron. Oui. Alors qui est médiatisée à l'étranger comme jamais aucune première dame de la République française ne l'a été. Même Bernadette. Elle est extrêmement appréciée. On la voit partout. Ouais. Okay. Même Carla Bruni, elle était quand même. Même Ouais, ici je pensais en Carla France. Bruni quand même déjà. Ouais. Même ici en France, on a le taux de notoriété de Macron qui est un petit peu qui monte et qui descend. Ouais. Le sien est parfaitement stable. Elle reçoit énormément de mails. Elle a une très belle image, Brigitte Macron. D'accord. Ok. Donc Pas la touche beaucoup, moi, charme. personnellement. Ouais, mais tant mieux. Ça fait. Mais pas que. Couple charmant du coup. Voilà, pas que, parce que ce qu'on dit d'elle, c'est qu'en réalité, elle est très présente sans forcément être omniprésente. Elle Ouais, sait, c'est une cougar quand même. Hein, elle excusez-moi. sait, non mais Christophe. Oh là là, tout de suite. Bah quoi? Non, mais, non, ça aurait été le contraire, on n'aurait pas eu de remarque. Mais il y a un buzz, mets le buzz là, mets le buzz. Non, il marche pas le buzz. Mets le buzz. Il marche pas. Ah là là, Non, on se Bah fiche quoi totalement qu'elle soit une cougar ou pas. L'amour n'a pas d'âge, n'a pas de frontières, complètement. n'a Ouais, pas de mais couleur. quand même. Et ça choque que dans Non, un sens, mais- ça choque plus Non, dans mais là, un sens que dans l'autre en fait. Non mais il nous provoque là, Christophe, il Ouais. nous provoque. Non, mais je veux dire, quand même. Non? Non, Non, Oui, d'accord. non, ce sera non. non. Ok. Ça peut choquer les esprits. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Et Nargis non plus. Et chacun fait comme il veut dans son lit. Voilà. Ou ailleurs. Hein. On s'en fiche, Ou après, ailleurs. limite. Voilà. Tiens, il y a le docteur qui veut nous parler des élections au Liban, l'élection législative. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir mesdames. D'abord, Bonsoir, on est docteur. avec des dames là que je connais une mais pas Madame Nerges. Bon, Bah, voilà, Nargis, bah, elle apprendre à la bonjour, Monsieur connaître. Christophe. Voilà, donc à propos des élections libanaises, là il faut prendre le résumé, Oui. c'est-à-dire le moral de l'histoire. Les élections libanaises depuis 1945, la date du départ du mandat français, c'est copié-collé sur la France. C'est-à-dire on ne peut pas s'en vanter ni le Liban ni son système confessionnel que vous le connaissez très bien, Monsieur Christophe, vous l'avez évoqué. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une triche à 99%. Donc le taux de participation est de 49,7%. Ce qui est pas mal. Pas mal. Hein. Ouais. Pour une démocratie, il y avait même de l'OCDE, plein des gens qui étaient présents, des Ouais. contrôleurs et tout. Donc ça n'a rien à voir ni avec le printemps, ni le temps des pays arabes. Voilà. Oui, bien sûr. Deuxième chose, à Ouais. savoir, pour cette élection, il y a eu un accord. Il y a un retard de 9 ans pour ces élections, parce que tout le monde le sait. Mais il y a un problème de proportionnel qui était Oui. cherché depuis les accords de Taïf à la fin de la guerre civile en 89 au Liban. Ça a été, c'est fait. Alors c'est quoi le proportionnel? C'est-à-dire on fait un tour de scrutin et celui qui est en majeur, qui est le taux de fort, le plus, qui a eu plein de points, il passe. Le problème là,
là, malheureusement, on continue le système confessionnel. Le Premier ministre doit être musulman sunnite. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est même pas un Premier ministre, c'est le président du Conseil, ça s'appelle. C'est comme la 4e République française. C'est pour ça d'ailleurs, docteur, si je me trompe pas, que Saad Hariri pourrait être reconduit justement grâce à ça. J'y arrive. C'est parce qu'il faut donner un peu d'explication pour, en 2 minutes, savoir ce qui se passe. Donc, vous savez, le président Aoun, Michel Aoun, donc c'est un chrétien maronite, ainsi de suite, et le Parlement chiite. Maintenant, le problème, c'est faux. C'est pas Hezbollah qui a gagné, non, c'est l'axe anti-occidentaux pays du Golfe qui a gagné. C'est-à-dire, on peut dire que les musulmans sunnites ont voté en masse pour les candidats chrétiens, druzes et même chiites. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre d'être taxés de terroristes. Ils ont vu comment on a pris en prison M. Hariri, il y a 3 mois, rappelez-vous, 4 mois. Oui. Donc, ils ont Macron, dégonflé, malgré tous les milliards, ils ont acheté des voies, tout ça, ils n'ont pas réussi, cette fois-ci au Liban, ce test, c'est très important à le savoir. Les musulmans sunnites, par exemple, on prend l'axe qui a gagné la majorité au Parlement, à 57%, et il y a tout. Il y a le Hezbollah, il y a les chiites d'Amal, et il y a le parti, je vous ai évoqué souvent, nationaliste syrien-libanais, le Hezb al-Qawmi Souri, qui a été Tony Saadi, qui l'a constitué dans les années 50. Voilà, donc il y a un mélange de chrétiens, de druzes et de musulmans. On peut pas dire qu'il est confessionnel comme les autres. Donc, docteur, à première vue, comme ça a l'air magnifique, moi, sur le papier, c'est que tout ce beau monde arrive à travailler ensemble. Magnifique, d'accord. Mais par exemple, Hariri, il était de 35 parlementaires sunnites, ils s'entendaient à 21. Voilà, les chiffres, vous pouvez les prendre à l'internet. 60% de personnes, c'est-à-dire les musulmans sunnites libanais très intelligents cette fois-ci, ils en ont marre d'être taxés de terroristes comme les gens qui sont venus de Turquie, de Tunisie, vous savez, d'Europe, tout ça. Mais c'est une gifle pour la politique française, parce que là, ils sont en train de dire, on défend les chrétiens d'Orient, mais ils font rien. Ils sont en train d'aider plutôt tout l'Occident, les voix en Syrie. D'ailleurs, c'est un test futur pour des élections ultérieures en Syrie, où actuellement les sunnites quand même, qui sont plus ou moins majoritaires, vont voter de masse pour les candidats qui sont contre les systèmes du pays du Golfe et de l'Occident et de l'OTAN. Voilà à peu près le moral de l'histoire. Donc il va être reconduit comme président du Conseil. Ils n'ont pas les choix. D'ailleurs, Michel Aoun, il est dans l'axe irano-russo, turco, ainsi de suite, indo-chinois. Donc c'est fini. Le problème... les turcos, on sait plus trop où ils sont, hein, au bout d'un moment... Pardon, monsieur je disais que les Turcs, on sait pas trop où ils sont. Un coup, ils sont à droite, un coup à gauche, de temps en temps au centre. Les Turcs, vous n'avez pas tort. Actuellement, il a dit, monsieur, notre président, cher président, monsieur Macron, sans parler, parce que là, vous l'avez bien évoqué les questions, je vais finir par là. Il a dit, j'ai réussi à enlever Erdogan, comme vous le dites, très bien, c'est fort, de l'axe russe ou je sais pas quoi. Et là, il a démenti le jour même, monsieur Erdogan. Rappelez-vous, il y a 1 semaine. Il a dit, c'est faux, moi je prends pas mes ordres de l'Occident. Actuellement, il joue sa survie, monsieur Erdogan. C'est tout. De toute façon, il faut voir ce qui se passe dans le nord syrien. Lâcher les Kurdes par les Américains, ils ont cru. Bon, maintenant, c'est des histoires qui vont pas finir. Bon, je ne veux pas évoquer le problème syrien. Docteur. Là, le problème, les sunnites... Docteur, il faut qu'on conclue là, parce qu'on a du monde derrière. Voilà, parfait. Allez, bon courage. Merci. Donc, les sunnites ils quittent le système là. Allez. Merci docteur pour ces explications bien utiles en tout cas. Concernant donc la situation au Liban, sur le papier, ça a l'air super en tout cas. Il reste à savoir si tout ça va réussir à travailler, j'allais dire main dans la main. Ce qui est une autre je pense affaire. que c'est quand même optimiste de dire que les Libanais quittent complètement le système confessionnel. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça un peu optimiste. Oui, écoutez, après c'est bon. Mais on a le droit. Mais en tout cas, c'est vrai que les sunnites ont quand même perdu beaucoup au cours de ces élections, et c'est l'axe chiite, également chrétien qui est renforcé. Mais comme on disait tout à l'heure, comme le Premier ministre doit être de toute façon sunnite, Saad Hariri devrait de toute façon conserver son poste. Peut-être un peu plus affaibli qu'auparavant, ça c'est sûr. Mais voilà, on aurait donc un président chrétien, un premier ministre sunnite et un parlement chiite. Hein, Anan, ça donne envie quand même, non? Si le pluralisme est bien représenté, c'est pas mal, je trouve.
Méziane est avec nous au 01 40 33 9000. La question du jour, je vous la rappelle, et vous pouvez d'ailleurs voter sur les réseaux sociaux, France Maghreb 2, sur Facebook, Twitter, LGF officiel. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a redoré l'image de la France à l'international depuis son arrivée, c'est-à-dire depuis 1 an? Eh bien, vous répondez oui ou non. On compte sur vous. Méziane, salut. Salut Christophe. Salut Méziane. Bonjour Méziane. Bonjour les filles. Bonjour Hanan et Nargis, ça va très bien. Bonjour, alhamdoulilah, ça va. Alors voilà, moi je voudrais vous poser une question, vous qui êtes des intellectuels de la politique internationale. Oula, on s'en revendique pas. Hein. Ça commence fort. Ça commence fort. Ouais. On va essayer. Bon alors ta question Méziane. Sérieusement. Oui. Christophe, il s'attend à ce que je dise une connerie, mais je vais être sérieux. Je compte sur toi, Méziane, vas-y. Ouais. Non, mais c'est très sérieux. Qu'est-ce que vous pensez de comment on appelle ça, des allégations de Netanyahou, qui dit qu'il a des preuves, des milliers de pages de documents concernant l'Iran, comme quoi elle ne respecte pas le traité. Alors je peux te répondre parce que j'ai compris ta question. Tout simplement, Netanyahou qui est trempé dans des affaires de corruption à outrance en Israël et qui essaye d'obtenir sa petite guerre pour essayer de faire oublier ses affaires. Pour moi, c'est ça l'explication. D'accord. Voilà. Alors, et puis surtout, et surtout le fait, et c'est très important, d'inciter Donald Trump à rompre les accords. C'est de la provocation, quoi. Mais Donald Trump a déjà commencé depuis avant Netanyahou en disant qu'il voulait pas reconnaître ce traité, qu'il voulait le remettre en question. Oui. Et que Macron a dit que lui, il fallait le maintenir, mais après, une fois qu'il est allé aux États-Unis, il a commencé à dire on peut le revoir. Oui. Sauf que les Iraniens disent que si on le revoit, c'est comme si on le rompait. Donc voilà. Donc vous croyez pas que là ils sont en train de nous préparer un coup là qui vont de toute façon, Méziane, c'est simple, ami auditrice auditeur, il faut vraiment pas aller par 3-4 chemins pour comprendre la situation. C'est si effectivement Donald Trump rompt les accords avec l'Iran qui ont été signés en 2015 par Barack Obama, c'est une grosse possibilité d'une guerre qui va s'annoncer dans les quelques jours à venir. Je rappelle quand même que les Iraniens ont été provoqués par les Israéliens sur le sol syrien, avec la mort pas plus tard que la semaine dernière de 16 Iraniens, sauf que les Iraniens et le Hezbollah ont dit nous répondrons que quand nous aurons décidé. Alors quand, on ne sait pas. En tout cas, ils n'ont pas envie de répondre à la provocation pour l'heure. Est-ce que les Israéliens se sentent suffisamment forts pour faire ces provocations? Ça, c'est la grande question. Ils ont l'appui international surtout, les Israéliens. Faut voir ça. Ils ont quand même beaucoup d'appui. Donc. Mais il y a la Russie et la Chine. Vous croyez qu'ils vont pas réagir aussi eux? Ah bien sûr que si. La Russie et la Chine sont de toute façon derrière et quoi qu'il en soit, ça risque de faire. C'est pour ça qu'on peut s'attendre. On espère évidemment se tromper, mais à une guerre éventuelle concernant dans cette région. Bon, j'espère que Méziane. Des abris anti-atomiques, parce que là, ça va chauffer. Non, mais faut se calmer 2 secondes quand même, t'inquiète. Moi, je me calme, mais moi, je m'en fous. De toute façon, s'il y a la guerre, moi, je me pars en Algérie. Ah oui? Bon, écoute, au pays du soleil, au pays du 5e mandat, c'est ce que va nous dire Nargis dans un instant. Salut à tous. Salut, Méziane. Dans un instant, justement, tiens, belle transition. Méziane qui veut partir en Algérie. Tu nous y emmènes, ma chère Nargis. Transition toute trouvée pour nous parler. Alors, c'est vrai que ça peut faire sourire, ça peut poser bien des questions. Et pourtant, Bouteflika, Abdelaziz de son prénom, président de l'Algérie depuis 1999, pourrait quand même frôler un nouveau record avec ce 5e mandat qui n'est pas une plaisanterie, messieurs dames, puisqu'il est soutenu par le FLN et il y a quand même quelques personnalités qui montent au créneau pour soutenir ce fameux 5e mandat. Les élections auront lieu, je rappelle, l'année prochaine en Algérie. On en reparle en détail dans un instant. Vous pourrez évidemment réagir juste après. C'est l'avis tranché de Nargis à suivre sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est votre LGF jusque 18h avec Hanan Zawani et Nargis qui sont avec nous évidemment. Et vous, chers amis auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000. 2 petites informations importantes. D'abord, la question du jour aujourd'hui. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a redoré l'image de la France à l'international depuis son arrivée, c'est-à-dire depuis 1 an à l'Elysée? Vous nous répondez bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel.
Et puis, ne pas oublier aussi la spéciale du Grand Forum, c'est pour le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage, notez bien, et réservez d'ores et déjà la date pour venir passer une excellente soirée, rencontrer l'ensemble de l'équipe de la radio France Maghreb 2, du LGF bien sûr, et venir apprécier de nombreux artistes qui nous font le plaisir d'être présents sur France Maghreb 2, donc ça sera le 20 juin prochain au Cabaret Sauvage. On est prêt ? Ouais, on est prêt. Ah, on est prêt, c'est ça que c'est bon. Alors, on y va avec, attention, un avis tranché de circonstances. Nous partons en Algérie. Voici le jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et nous allons parler avec Nargis effectivement d'un sujet qui pourrait prêter à sourire et pourtant il est bel et bien sérieux puisque nous allons parler du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. On est en Algérie, Nargis. Bon, j'y vais. Alors, petite devinette du jour. Si je vous dis ministre, président, AVC, bruit, fauteuil, poupée, vous me dites, mais oui, Bouteflika. Non, plus sérieusement, un 5e mandat ? Bouteflika reparti pour un 5e tour des présidentielles, prévu pour avril 2019. Aux dernières nouvelles, même Voldemort l'aurait contacté afin d'en savoir un peu plus sur la pierre politico-philosophale. Donc pour sa 5e campagne, on met le paquet. 2 apparitions publiques pour 2 inaugurations. Oui, ça c'est mettre le paquet. Parce qu'au moins comme ça, toutes les rumeurs macabres qui circulaient sur Bouteflika sont écartées. On met le paquet aussi en essayant de nous convaincre, avec notamment une commission formée dans le but de constituer un document pour expliquer toutes les dépenses de Bouteflika depuis sa première élection. En avril 1999, pour ceux qui n'étaient pas encore nés. Mais qui est derrière tout ça ? Enfin tout ça, je veux dire notre cher Boutef. Eh bien beaucoup de monde, ou plutôt beaucoup de mondains, et notamment le secrétaire général du FLN, Ould Abbas, mais aussi le Premier ministre, Ahmed Yahya, l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, ou encore la Génération Bouteflika, qui est une commission estudiantine initiée par le parti, et qui a pour but de concrétiser la feuille de route de la politique à mener vers 2030. Alors je n'ai rien contre Bouteflika, seulement son état de santé m'interpelle. Tout comme il interpelle l'article 102 de la Constitution algérienne, je cite, « Lorsque le président, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. » Alors qu'attend-on avant de déclarer l'état d'empêchement d'Abdelaziz Bouteflika ? J'ai l'impression qu'à cette question, seule l'histoire nous donnera la réponse. Merci Nargis. Bah écoutez, voilà, elle a été à l'essentiel pour le coup. Donc de ce 5e mandat, quasiment pas improbable, en tout cas soutenu par un certain nombre de personnalités, mais aussi de partis politiques, à l'image du FLN, parti historique évidemment en Algérie. Pour un 5e mandat, on sait vrai que Abdelaziz Bouteflika est, vous le savez, malade, donc dans un mauvais état de santé. Et on se dit quand même qu'il y a un certain nombre de talents en Algérie qui quand même pourraient lui succéder. La jeunesse, par exemple. Ouais. Et, c'est une sacrée gifle qui est donnée à la jeunesse encore une fois, je trouve. Oui. Mais surtout qu'en mai 2012, il avait quand même dit dans un meeting, il avait dit Aish man arf qadro. Donc ça veut dire longue vie à celui qui connaît ses limites. Et j'ai envie de lui poser la question, quelles sont ses limites à lui en politique en tout cas, parce que... Alors on a Jean-Riyad Kechaou qui vient d'arriver. Donc bonjour Jean-Riyad, peut-être que tu veux intervenir sur ce sujet ? Allez, t'es parti sur le thé, je te lance dans le bain comme ça, sans te prévenir. Le futur mandat de Bouteflika. Oui, allez, vas-y, mouille-toi. C'est compliqué. Bon, en même temps, moi, je suis d'origine tunisienne et on a un président qui a 95 ans, donc il est encore un petit peu loin d'Abdelaziz Bouteflika. Ouais, mais il a peut-être 95 ans. Il est en bonne santé, mais il est en bonne santé, visiblement. Nargis le disait, pour l'image, le Maghreb, c'est quand même des jeunes, et puis pour l'image du Maghreb, avoir des présidents aussi vieux et dans des états de santé aussi catastrophiques. Ça pose question. Voilà, ça pose question. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que en bon démocrate, c'est quand même triste d'avoir un président qui se représente, qui est dans un état de santé lamentable. Et on sait très bien que c'est le président d'un système qui détient tout en Algérie. Et donc, c'est une image encore négative qui est donnée du Maghreb. Et puis, pour même le développement de l'Algérie,
tout est sclérosé, on peut imaginer que c'est pas avec ce 5e mandat que l'économie va repartir. En tout cas, vous pouvez nous appeler évidemment pour nous donner votre avis. Donc Jean-Riyad est tunisien et peut-être une petite réaction à ce qui s'est passé hier en Tunisie, les municipales qui ont vu d'abord un très faible taux de participation, on est aux alentours de 33 et quelques, et les listes indépendantes qui l'emportent et surtout le parti El Nahda qui reprend des couleurs en Tunisie. Qui reprend des couleurs, mais c'est quand même les listes indépendantes qui sont en première position. C'est quand même à souligner que en Tunisie, on a des candidats indépendants qui sont présentés, qui ont réussi à gagner certaines municipalités. Ouais. Maintenant, après Nahda arrive juste après. Il me semble a pris les plus grandes municipalités, Tunis, Sfax notamment. Oui, dans les grandes villes, quoi. Dans les grandes villes. Ouais. Mais Nida Tounes n'est pas si loin que ça. Et puis, par contre, ce qu'on peut déplorer, c'est le manque d'organisation de la gauche tunisienne, quoi. Il y a pas un parti unique d'opposition dans la gauche tunisienne et il y a aucune organisation. Ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, c'est soit l'ancien régime représenté un petit peu par Nida Tounes et les conservateurs avec Nahda. Ouais, voilà, il n'y a pas une troisième. Il n'y a pas une troisième voie, du coup, c'est très bien que les indépendants se soient mis en avant. Et il y a un rendez-vous important aussi en Tunisie, je crois que c'est pour 2020, les élections présidentielles. Élections présidentielles, les dernières étaient je crois que c'est 2020. 2014, donc 2020, oui. Ouais, 2020. Ouais. Donc là aussi, ça va être très important. Et finalement, les Nahda sont en train de revenir tranquillement. Ils ont changé vraiment leur stratégie. Ils ont fait le dos rond. Ouais. Ils ont fait le dos rond. Avec cette image, vous avez vu, candidat de confession juive, qui a fait le buzz d'ailleurs en Tunisie. Oui, qui représentait des islamistes, oui. Ouais. Oui. Voilà, en tout cas, islamistes tels qu'ils ont été décrits dans les journaux, oui. Ouais, bien sûr. Je suis pas pour les désigner comme islamistes, plus parti conservateur. Voilà, comme on a des partis conservateurs en Europe qui se réfèrent à la religion chrétienne, on a un parti conservateur tunisien qui se réfère à l'islam pour prendre le pouvoir. Après, ils ont expérimenté le pouvoir, on les a vus à l'œuvre, et puis on a vu quand même qu'à l'échelle nationale, c'était pas si bon que ça, quoi. Mais je parle notamment en termes d'honnêteté. Alors, Jean-Riyad Kaféou qui est avec nous. Kachaou. Ouais, bah toi c'est les prénoms, moi c'est les noms. Jean-Riyad Kachaou donc qui est avec nous sur France Média 2, auteur du livre 93 700 370. D'accord, 93 370. On va parler des bosquets, on est à Montfermeil. Voilà, c'est ça. Alors, ce livre, peut-être Anan va nous... on démarre là tout de suite. On va y aller, oui. D'accord. Écoute, très bien. Je vais présenter déjà l'auteur à nos chers auditeurs, donc qui est Jean-Riyad Kachaou. Jean-Riyad est âgé de 37 ans. Il est originaire de l'agglomération lyonnaise, professeur d'histoire-géographie depuis 2002, et il exerce depuis septembre 2004 dans un collège de la banlieue parisienne. Donc en écrivant ce premier livre, donc 93 370 les bosquets, un ghetto français. Il revient en fait à sa première passion qui est le journalisme. Et Jean-Riyad Kachaou est aussi connu en tant que journaliste du site Politis, et il a un blog qui s'appelle Un prof sur le front. Voilà, plutôt blogueur que journaliste. Je sais pas. En tout cas, j'interviens sur Politis. Politis, c'est un très très bon truc. Moi, j'aime bien. Oui. Ouais. Donc, son blog, Un prof sur le front, donc un blog qui se veut résolument engagé sur les questions d'éducation, mais pas que. Alors, Jean-Riyad, première question, pourquoi ce livre ? Alors, pourquoi ce livre ? Parce que déjà la banlieue, ça a toujours été un sujet qui me passionne tout simplement. Quand j'étais correspondant local de presse pour Le Progrès dans la région lyonnaise, je travaillais à Vanvelin. Donc je faisais des petits articles dans la rubrique locale sur la ville de Vanvelin, qui était déjà une ville emblématique un petit peu du malaise des banlieues. Et par la suite, donc j'ai muté en région parisienne, et mon épouse est originaire de la cité des Bosquets, qui est une cité un petit peu emblématique du 93. Elle est sur le plateau de Clichy-Montfermeil, et c'est un plateau où vous avez 20-25 000 habitants qui vivaient dans des conditions qui étaient déplorables. Oui, c'est peu de le dire.
Et donc j'ai accumulé pas mal d'informations sans vouloir écrire un bouquin. Et puis on a vécu un petit peu les émeutes de l'intérieur, c'est-à-dire que je rendais visite à ma belle famille pendant les émeutes. J'ai vu beaucoup de choses se faire, j'ai vu des gens formidables œuvrer pour le bien-être du quartier, tant bien que mal. Et après Charlie Hebdo, en fait, et surtout après l'hypercachère avec le profil de Koulibaly qui était un noir de cité, de la Grande Borne, etc. On a remis le paquet sur les cités en les désignant comme responsables du terrorisme en France. Et du coup j'ai voulu écrire un article sur la culture de ces cités, et je suis allé tout naturellement vers les Bosquets. Et j'ai récupéré quand même pas mal d'informations. À l'époque, au Bosquet, il y avait déjà un personnage assez connu qui s'appelait Lajli, du collectif Courtrajmé, qui avait fait beaucoup de choses pour son quartier avec le photographe JR. Alors effectivement, dans ce livre, Jean Riad, sa particularité, c'est que déjà il est imagé, mais surtout qu'il regroupe des témoignages des habitants des Bosquets, donc soit engagés dans le monde associatif, soit en tant que citoyen, je dirais. Donc peut-être est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la configuration en réalité sociologique de cette de ce quartier, donc qui est composé majoritairement de familles d'immigrés, et comment est-ce qu'on en est et ce qui est intéressant, Christophe, à travers ce livre, c'est qu'en réalité on a vraiment une analyse assez profonde en fait de la sociologie et des difficultés menées par le gouvernement français. On a des réponses à nos questions sur les échecs, et surtout on a la vision interne de ces citoyens. Juste pour finir tout à l'heure, et j'ai vendu un article au Courrier de l'Atlas. La rédactrice en chef, vous la connaissez, c'est Nadia Troubi-Sapsa. Ah oui, on l'a reçue. Une très bonne copine, et Nadia m'a encouragé en fait avec cet article, elle m'a encouragé à en faire un livre, et je suis parti dans cette aventure, et c'est son amie qui est devenue une très bonne amie à moi, Nadia Enimoulay, qui l'a publié aux éditions Melting Book. Voilà donc l'histoire du c'est une histoire d'amitié, puis de deux femmes super engagées qui viennent ouvrir les portes à une autre personne engagée, effectivement. Voilà, je leur passe un grand bonjour d'ailleurs si elles écoutent. Alors la question d'Alain. Alors c'est parti. Donc la question en fait, les Bosquets, c'est un échec urbanistique très clair. En fait, c'est une aventure privée. C'était pas du tout destiné à des populations pauvres et immigrées. C'était des logements plutôt luxueux, avec un plan imaginé par un très grand architecte qui s'appelait Bernard Zerfus en fait. Et donc Bernard Zerfus, lauréat du prix de Rome, est plutôt ambitieux. Et le problème, c'est que la livraison sur Clichy-Montfermeil, donc vous avez la cité jumelle des Bosquets qui s'appelle le Chêne Pointu à Clichy, c'est exactement la même problématique. C'est des logements privés, c'est pas du tout des HLM. Enfin, il y avait peut-être 10% de HLM à tout casser. Et du coup, livraison des Bosquets 66, crise de surproduction, pas assez de personnes pour acheter ces appartements. Et c'est des sociétés financières basées à l'étranger qui rachètent et qui se retrouvent bailleurs malgré elles, et qui ne payent pas les charges. Et donc très rapidement, ne payant pas les charges, vous avez des immeubles qui vieillissent très très mal. Les populations blanches de classe moyenne ou supérieure fuient très rapidement le quartier. Et vous avez des marchands de sommeil qui vont racheter des appartements par dizaines, et des bailleurs qui vont loger 2 à 3 familles d'immigrés dans un seul appartement. Et donc en l'espace de 10-15 ans, c'est devenu un ghetto social, ethnique et architectural. Et la responsabilité la responsabilité, c'est ça m'a paru assez étrange, mais c'est le capitalisme non régulé. On n'a pas attendu le 21e siècle pour avoir des problèmes. À savoir, c'est des prêts logicaux du gouvernement, c'est des prêts à 1% qui ont encouragé la spéculation immobilière. Et donc la responsabilité, c'est l'État tout simplement. C'est qu'on s'est retrouvé à laisser faire des bailleurs qui étaient basés à l'étranger, qui ont fait n'importe quoi en ne payant pas les charges notamment, et puis en logeant parfois jusqu'à 2 ou 3 familles d'immigrés dans un seul appartement pour rentabiliser au maximum. Alors ce livre finalement, il se veut être un état des lieux. Alors ce livre, moi j'ai pris parti de me mettre en retrait, de pas m'engager du tout. Elle parlait de mon blog où je m'engage. Sur le livre, je m'engage pas du tout. Pourquoi ? Parce que les faits sont tellement graves. La situation dans laquelle se trouvait le quartier en 2005, quand les révoltes urbaines ont éclaté, la situation était tellement grave que les faits parlent d'eux-mêmes. Et du coup, je donne la parole aux gens parce qu'on passe devant ces quartiers, on voit ces quartiers dégradés, les graffitis, les tags, les immeubles en partie détruits, la saleté, etc.
en pensant que c'est les gens qui y vivent qui sont responsables de ces détériorations. Et en fait, en donnant la parole aux gens, déjà, on donne une âme, on donne une chair à un quartier. Ça déjà c'est important parce qu'il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui font des choses formidables dans ces quartiers, mais en les regardant de loin, on peut pas s'en rendre compte. Et donc il faut prendre le temps d'y rentrer, de rencontrer des éducateurs, des assistantes sociales, des profs, des animateurs des éducateurs sportifs, des animateurs dans les centres sociaux, pour voir qu'en fait il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a des talents. Et en fait finalement c'est des beaux quartiers, même si architecturalement parlant c'est pas le cas, c'est des beaux quartiers. Donc j'ai donné la parole aux gens. Alors effectivement on parle beaucoup de ces révoltes d'octobre 2011 et 2005. Ziad Bouna, et à juste titre dans ton livre tu dis que se révolter c'est exister, voilà, se révolter pour exister. Alors cette phrase en fait je l'ai entendue dans le documentaire de Ladjli 365 jours à Clichy-Montfermeil. Pendant un an, il filme les émeutes et toute l'année qui suit, les récupérations politiques, notamment celle de Sarkozy et Éric Raoult, qui est le député de Clichy-Montfermeil aussi à l'époque, qui déclare le couvre-feu. Plaisir de recevoir ici, hein. Il déclare le couvre-feu dans sa commune et puis après il va quand même présenter bonne fête aux musulmans le jour de l'Aïd. Enfin bon, du clientélisme, comme on voit partout en banlieue en fait. Donc ce documentaire de Ladjli, il est précieux parce que c'est le seul à filmer de l'intérieur et donc il demande à des jeunes émeutiers pourquoi ils s'en prennent à la police et ils répondent parce qu'on veut dire qu'on est là, qu'on existe. Et en fait, au départ, je trouve la réponse totalement bête, et puis en y réfléchissant, elle est hyper intéressante. C'est pour montrer à l'ensemble du pays que oui, il y a des gens qui vivent là-dedans dans des conditions détestables, au 10e étage en ascenseur. Ça, c'était le lot quotidien de dizaines de familles sur Clichy-Montfermeil. Et il paraît qu'il y avait des ascenseurs où il y avait même plus de portes, c'était même dangereux pour les enfants. Il y a eu des morts, bien sûr. Il y a eu des morts, ouais, absolument. Il y a eu des morts. En fait, vous êtes rentré en immersion dans le quartier des Bosquets, quoi. Alors, la chance que j'ai, c'est de compter sur une belle famille formidable. Je leur passe le bonjour s'ils écoutent. Mes beaux-frères, notamment. Là, tu fais le focus, pardon. Je fais pas le focus. Non, si la belle-mère écoute, on sait. C'est le moirlécoum, un petit. Bon, plus sérieusement, ce que j'ai pu faire, je pense j'aurais pas pu le faire sans avoir toutes ces connaissances et tout cet appui, parce qu'il y a une méfiance, il y a même une défiance vis-à-vis des journalistes qui ont tellement stigmatisé à longueur de reportages ces quartiers. Je pense à Bernard Lavillardière, mais même à d'autres qui sont un peu plus mesurés dans leurs propos, que les gens ils veulent pas répondre aux questions. Et donc quand on leur dit qu'on vient d'un tel ou d'un tel, ils acceptent plus facilement. Et j'ai fait relire le bouquin à tous les gens qui ont été interrogés. Ouais. Et ça, c'était important. Je leur avais donné ma parole pour bien montrer que leurs propos n'allaient pas être dénaturés. Et au final, j'ai eu les jeunes, j'ai eu les mamans, j'ai eu un policier. C'était important d'avoir un policier. J'ai eu des instits. J'ai eu les éducateurs du club de foot qui font un travail remarquable avec le FC Montfermeil, qui est certainement l'un des meilleurs clubs de la région parisienne à l'heure actuelle. Et tout ça, j'ai pu créer des thèmes à partir de tous les témoignages. Il y avait une 50aine d'heures de témoignages. Ouais, c'est un sacré boulot. En tout cas, Nargis, ça t'évoque quoi? Enfin, ça t'inspire quoi, ce livre, la manière dont nous présente ce livre, donc Jean Riyad? Moi, je trouve que la démarche en fait est hyper pertinente. Ce que tu disais quand tu disais donner une chair en fait à la banlieue, en fait, ça c'est pour moi c'est des voix qu'on ne médiatise pas, qu'on ne veut pas entendre en général, et du coup là ici leur donner un espace d'expression et quelque part un peu représenter leurs paroles et se poser enfin je trouve que c'est important de le faire et c'est bien que tu l'aies fait. Moi par rapport à cette représentation là, justement j'ai voulu vraiment me mettre en retrait et surtout montrer tout le débat actuel, parce qu'en face d'eux, tous ces habitants, ils avaient un maire assez sulfureux, Xavier Lemoyne du Parti des Chrétiens démocrates, qui on le voit très bien dans le documentaire de Ladjli, qui était pendant un temps, plus trop maintenant, mais qui était détesté des habitants des Bosquets, et qui à travers ses propos parfois un peu stigmatisants dans les chaînes sur les chaînes nationales représentait finalement une bonne partie des Français qui fantasment beaucoup sur ces quartiers, sur ces cités. On parle beaucoup d'islamisme, de salafisme, de terrorisme, de racailles, de délinquance. Au Bosquet, est-ce que le salafisme, l'islamisme, comme on dit partout, alors pour faire de la Villardière, nous sommes en plein cœur de la cité des Bosquets. Les islamistes radicaux se sont infiltrés et se sont installés et ont fait de cette cité leur quartier général. Alors je vais vous décevoir. Moins bien fait, mais bon.
Je vais vous décevoir, pas de buzz. J'ai fait des recherches, pas de jeunes qui sont partis en Syrie, pas de cellules dormantes, des musulmans qui ont bataillé, qui bataillent encore pour avoir une mosquée digne de ce nom. Ouais. Je pense notamment au combat donc des musulmans de Montfermeil qui ont eu pendant un temps leur mosquée fermée et qui aujourd'hui sont en train de construire un très bel édifice qui sera à la fois un centre culturel mais aussi cultuel. Je pense que c'est l'enjeu du 21e siècle. Les musulmans l'ont compris que aujourd'hui il fallait pas simplement offrir des tapis de prière, mais offrir aussi un complément culturel, éducatif à ces jeunes-là et s'ouvrir à tout le monde. C'est le projet des musulmans de Montfermeil, notamment Farid Kachour, son secrétaire général. Et rien. Des jeunes qui portent la barbe, oui. Des femmes voilées, mais des gens qui sont parfaitement insérés dans la communauté française, qui vont bosser le matin très tôt, qui vont à Paris, qui galèrent pour aller à Paris parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Vous êtes performants. On attend le T4 avec impatience, le tramway 4 avec impatience sur Clichy-Montfermeil parce que vous êtes à 1h30 de Paris, il faut le savoir, donc ça fait 3 heures aller-retour pour aller bosser à Paris. Vous êtes vraiment à l'écart du développement. 1h30 en chameau ou quoi? 1h30 en fait, quand t'es à Montfermeil, t'es à une demi-heure de la première station RER, que ce soit Aulnay-sous-Bois ou Chelles. Il n'y a pas une station RERD là-bas à Montfermeil? Non, parce que t'es sur un plateau. Ouais. Et il y a jamais eu de. Ouais, il y a cette volonté aussi de vouloir isoler. D'ailleurs, cette image est parfaitement illustrée quand vous allez visiter les quartiers nord de Marseille. Alors là, c'est vraiment le cas pour le coup. C'est la ségrégation spatiale. La ségrégation spatiale, elle est très claire. Pas d'autoroute. Pas de train. Pendant un temps, en fait, quand Bernard Zerfus, l'architecte, a fait le plan directeur, il y avait bien sûr une autoroute qui était prévue, mais les habitants des communes environnantes qui sont plutôt UP, autour de Clichy-Montfermeil, vous avez le Raincy, vous avez Pavillon-sous-Bois, etc. Vous voulez pas d'autoroute et vous voulez pas de transport en commun qui allait un petit peu dégrader l'image de leur ville. Et jusqu'à aujourd'hui, le tramway T4, il y a des communes qui s'y sont opposées parce qu'elles avaient peur que des hordes de jeunes de Clichy-Montfermeil descendent vers chez elles. Je pense notamment au Raincy, le maire du Raincy, Eric Raoult. Forcément. Alors, il y a un thème, il y a un thème qui est assez important. On a parlé de discrimination, de ségrégation territoriale. C'est le thème de la police. Donc là, ça nous permet justement d'avoir l'avis des citoyens. Et du coup, eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'ils soient totalement inaudibles quant à leurs revendications, et quand ils ont des revendications, que la première arme qu'on leur met en face de leurs paroles, en réalité, c'est l'outrage à rébellion. Voilà, outrage à rébellion. Donc ils disent clairement, c'est l'arme préférée de la police, et nous, on ne peut rien contre. C'est leur parole contre la nôtre. Donc ça, le fait en fait qu'on les empêche de propager leurs paroles et leurs souffrances, c'est une souffrance qu'on retrouve dans tous les dans toutes les banlieues en réalité. Bon, alors on va en reparler dans un instant avec toi, Jean-Riad Kachaou, qui est avec nous sur France Maghreb 2, de cet aspect très important soulevé par Hanan juste après la pub. Mais juste auparavant, on va faire un petit écart, quoique pas si grand que ça finalement, sur la vie tranchée proposée par Hanan Zawani. Dans un instant, ne bougez pas, c'est le LGF, votre talk de fin d'après-midi, où la liberté, n'a plus de secret pour personne. LGF, le grand forum avec Hanan Zawani, avec Nargis, c'est notre invité aujourd'hui pour nous présenter son livre, justement retour à une espèce d'état des lieux et plutôt de rentrer en immersion avec les habitants du quartier de Montfermeil, des Bosquets en plus particulièrement, 93 370. Le titre du livre donc de Jean-Riad Kachaou, qui est avec nous sur France Maghreb 2. Sois le bienvenu, mon cher Jean-Riad. Ça va, tout se passe bien? Ça va très bien. T'es à l'aise, tranquille? Très très bien. Voilà, il a bien pris ses marques là. Ouais, non, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est bien. Il y a un truc que j'aime beaucoup quand quelqu'un vient chez moi, je lui dis faites comme chez vous, n'oubliez pas que vous êtes chez moi. J'adore. Ça met souvent mal à l'aise, mais c'est fait exprès. Peu, oui. Donc bienvenue chez nous. Mais n'oublie pas, bienvenue, fais comme chez toi mon cher Jean-Riad, mais n'oublie pas que t'es chez nous. Ça c'est fait, on y va avec l'avis tranché de Hanan Zawani tout de suite sur France Maghreb 2. Ah, ça c'est un des grands moments de cette émission, Jean-Riad, que je t'invite à découvrir. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise
Et avec Hanan, chaque semaine, nous avons l'habitude d'avoir des avis tranchés, bien tranchants. Est-ce que ça sera le cas une nouvelle fois aujourd'hui? La réponse maintenant. Bien tranchant et surtout engagé, j'ai envie de te dire. Alors, organisons-nous. À Paris, samedi dernier, c'était la fête à Macron. À l'initiative du député François Ruffin, le mot d'ordre était simple. Se rassembler, se mobiliser pour dire non à la politique de Macron. Un rendez-vous plutôt efficace et qui a eu son succès médiatique. Bon, d'accord, ils ont dit non à Macron, mais après, qu'est-ce qui est prévu après cette fête à Macron ? Rien du tout. Quelles conséquences aura-t-on? Ce n'est pas évident à dire. La fête à Macron est un grand rassemblement ponctuel de plus, mais qui n'a sans doute pas fait trembler Emmanuel Macron. Mobilisons-nous, disait François Ruffin. J'ai bien envie de lui répondre. Organisez-vous d'abord. La mobilisation politique, c'est bien, mais l'organisation politique, c'est vital. Alors, quelle est la différence entre les deux? Quand on parle de mobilisation politique, on parle d'un rassemblement pour réunir les revendications et les énergies de chacun en un seul lieu. La force d'une mobilisation, c'est le nombre. Mais sa faiblesse, c'est qu'elle est éphémère à une durée déterminée. Ce qui veut dire qu'une fois que c'est fini, tout le monde repart de son côté. Aujourd'hui, ce qui importe quand on est engagé politiquement, c'est de peser dans la durée. Mais on ne peut pas instaurer un rapport de force avec le gouvernement si la force du nombre se résume à une journée tous les 3 mois. Il faut du pouvoir en commun et relationnel au quotidien. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle de l'organisation collective. Pour s'opposer efficacement, les militants doivent s'unir en construisant des relations de confiance, solides les uns avec les autres, se transmettre leur expérience pour progresser ensemble, se former sans arrêt pour acquérir de nouvelles compétences, agir selon des objectifs établis à long terme et surtout se rendre imprévisible pour forcer le respect du gouvernement et l'obliger à négocier. C'est ça, l'organisation. Finalement, c'est le rôle des partis politiques. En toute logique, oui. Mais si ça l'est, il y a bien longtemps qu'ils l'ont abandonné. Alors, dans les quartiers populaires d'Île-de-France ou d'ailleurs, on nous demande de nous mobiliser à chaque élection. Ne les attendons pas pour nous organiser politiquement, car ça n'arrivera pas. Dès maintenant, nous allons devoir nous en charger nous-mêmes et ce sera mieux comme ça, cher Christophe et chers auditeurs. Merci, ma chère Hanan. Peut-être une réaction de Jean-Riyad sur cet avis tranché signé Hanan Zawani, qui est bien sombre par rapport à cette fête à Macron. Sur la fête à Macron, j'ai pas trop d'avis sur l'engagement politique dans les quartiers. Je partage parfaitement son point de vue, à savoir il faut s'organiser, monter des groupes de pression, et on l'a vu aux dernières législatives, il y a beaucoup d'hommes et de femmes issus des quartiers qui se sont présentés. Je pense par exemple à Majid Daikain à Mantes-la-Jolie, je lui passe le bonjour, et à moi-même. Je savais pas. Ah oui, à moi-même. Je savais pas. Le souci c'est que l'électorat il est pas là. Le souci c'est que il y a de l'abstention dans les quartiers, et que même quand ils ont des listes au municipal ou qu'ils ont des candidats aux législatives qui sont censés les représenter, ils vont pas voter. Alors tu as pointé le point essentiel, c'est effectivement l'abstention. Voilà, aujourd'hui on est sur ce qu'on appelle une démocratie de l'abstention. Donc l'abstention, elle est encore plus forte effectivement dans les quartiers populaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une défiance totale à l'égard des politiques. Et ton livre, cher Jean-Riyad, le décrit très bien. Ils ont été abandonnés. On leur fait moult et moult promesses, mais sur le terrain, pas de changement. Donc, et en plus de ça, le souci qu'on a dans nos quartiers populaires, c'est justement le manque d'éducation politique. On compare par exemple avec un quartier de Paris ou du 16e, les enfants dès leur plus jeune âge en fait sont plongés dans le bain de la culture politique, donc ils grandissent en réalité avec ces bagages-là. Aujourd'hui, les jeunes des quartiers populaires, ils sont dans la confrontation, ils sont dans une certaine forme de rébellion, donc forcément ils sont en rébellion contre ce système-là. Donc c'est effectivement à nous, et là tu pointes bien du doigt, de nous présenter en tant que représentants de ces problématiques
problématique des quartiers populaires. Et même si lors des élections législatives, les taux d'abstention ont été les mêmes, ont même continué à chuter. En tout cas, le message auprès des partis traditionnels et auprès des jeunes des quartiers, des mamans, des citoyens, des associatifs, c'est que nous, en tant qu'habitants des quartiers populaires, on est de plus en plus engagés et on avance vers une représentativité qui nous concerne et sur laquelle on va se défendre avec nos propres armes. Et la première arme, c'est la formation politique. Voilà. Oui, alors Nargis, sur cet avis tranché, la fête à Macron avec cette petite photo marrante d'ailleurs qui a été postée sur Twitter de Alexis Corbière, où pour montrer un petit peu la foule, il a pris une photo des Champs-Élysées de 1998. Bon, c'était pas franchement le même nombre de personnes qu'il y avait quand même à la fête à Macron samedi à Paris. Sauf quand tu dis après il y a rien, il y a quand même cette proposition de lutte des convergences de lutte proposée par Jean-Luc Mélenchon pour la date du 26 mai si je ne m'abuse. Oui, convergence des luttes, excuse-moi, je vais te couper la parole Christophe. Convergence des luttes, je veux bien. On a ici un super chroniqueur qui s'appelle Youssef Brakni et qui dit que la convergence des luttes en réalité c'est dans le même sens. Donc nous, habitants des quartiers populaires, on converge vers les luttes nationales et c'est tout à fait normal, mais par contre dans le sens contraire c'est un peu moins évident. Donc le souci de la France insoumise, je les soutiens sur certains de leurs combats, mais le grand écueil les concernant, c'est qu'ils sont absolument pas aptes à comprendre les problématiques des quartiers populaires, et même quand ils le sont avec une Danielle Obono par exemple, en toute sincérité, elle est pas forcément très écoutée. Pour preuve, la dernière université d'été à la France insoumise, les revendications des quartiers populaires étaient totalement inexistantes et les militants, quand Youssef Brakni a pris la parole, ne savaient absolument pas de quoi il parlait. Voilà. Je peux rebondir là-dessus rapidement. Juste pour dire que François Ruffin qui fait un sacré boulot à l'Assemblée. Quand on écoute ses interventions, elles sont remarquables. Pertinentes. Mais il s'est déplacé au Havre et il a rencontré la famille d'Adama Traoré et il n'a pas voulu apporter son soutien à la famille Traoré en déclarant qu'il n'avait pas tous les éléments dans le dossier, des éléments qui sont pourtant accablants. Et c'est vrai que quand on parle de convergence des luttes et qu'on pense notamment à cette affaire Adama Traoré, les soutiens ils sont quand même pas très nombreux. Et pourtant, on est sur un scandale d'État avec 4 frères en prison. Il a été invité, je sais pas si tu te rends compte, Christophe, il a été invité par le comité et devant, je sais pas, des dizaines ou des centaines de personnes, il leur a pratiquement craché à la figure en leur disant écoutez, je suis pas au courant. Excuse-moi, quand tu arrives sur ce type de débat là qui est connu et reconnu, enfin le collectif Adama aujourd'hui c'est une lutte qui est nationale, évidemment que tu es au courant. Par contre, il a pas voulu se mouiller. Voilà la vérité de la France insoumise. Nargis, est-ce que tu partages un petit peu ce tableau sombre qui est fait de l'assemblage de la France insoumise et de la fête à Macron sur les quartiers populaires? Les quartiers populaires. Sur les quartiers populaires en général, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Hanan. En fait, c'est des gens qu'on a complètement exclus de l'espace politique aussi, parce que c'est la politique qui les a aussi en partie amenés à où est-ce qu'ils en sont, c'est-à-dire à vivre dans des quartiers, à se sentir délaissés complètement. Des questions de la politique et effectivement je pense que j'ai l'impression que moi tout le monde beaucoup de gens s'en foutent en fait des banlieues. C'est bien pour une campagne de dire on fera quelque chose pour les banlieues, etc., mais derrière il y a jamais rien qui suit et c'est vrai que c'est dommage parce que comment dire, c'est des gens parfois qui ont une voix en fait, qui ont envie qui ont parfois des projets politique, mais les quartiers populaires sont les quartiers les plus politisés de toute la France et les plus novateurs en termes d'action associative, il faut le savoir. Voilà, mais par contre, ils sont quand même, je pense, confrontés à une espèce de, comment dire, on les écarte. Moi, je trouve qu'en tout cas, on les écarte et qu'on les entend pas du tout assez et qu'on les soutient pas dans les partis justement qui sont plus médiatisés, dont la France insoumise. Voilà. Alors, Jean-Riyad, on rappelle donc le titre du livre, c'est 93 370. On parle là des quartiers des Bosquets. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser avant de passer à
deux, trois sujets quand même qu'on aimerait évoquer dans cette émission. Est-ce que, après avoir lu donc le témoignage de toutes ces personnes que tu as rencontrées, que ce soit donc des jeunes issus de ces quartiers, que ce soit un policier aussi, parce qu'on a le témoignage d'un policier, que ce soit aussi des mamans qui ont bien entendu leur avis à donner, plus que jamais, qui ont un rôle d'ailleurs qu'on a tendance à minimiser, qui est ô combien important. Est-ce qu'il y a finalement à la fin peut-être une espèce de synthèse qui est proposée, sans prendre parti, mais un petit peu de, comme je disais tout à l'heure, un espèce d'état des lieux finalement? Alors la conclusion de l'essai, elle est pas bonne. Pourquoi elle est pas bonne? Parce que on pourra injecter autant d'argent qu'on veut dans ces quartiers. Le plateau Clichy-Montfermeil, c'est plus de 650 millions d'euros d'investis dans le premier plan Borloo. Il est en pleine restructuration, il commence à être très joli. Il y a un tramway qui arrive, il y a le Grand Paris Express qui va arriver. Mais tant qu'il n'y aura pas de mixité sociale, tant qu'il n'y aura pas de mixité ethnique déjà dans ces quartiers, on n'y arrivera pas. Et puis enfin, il faut pas oublier l'emploi et l'image que véhiculent ces habitants. Il y a encore une défiance de la part des Français vis-à-vis de ces habitants à cause notamment des médias. Et au niveau économique, on a des taux de chômage qui sont encore beaucoup trop importants. Et les zones d'emploi, elles sont encore trop éloignées. Donc rénover, c'est bien, construire du neuf, c'est bien, faire arriver les transports, c'est bien, mais les mentalités doivent changer. Et ce que j'en ai conclu, c'est que pour beaucoup de raisons, c'est pas encore le cas. Il n'y a pas une acceptation de l'autre, ne serait-ce que de la religion majoritaire dans ces quartiers. Je pense à l'islam. Il y a chaque semaine des débats sur les musulmans, l'islamisme, des tribunes dans les journaux, etc. Les gens ils se sentent tellement stigmatisés qu'ils se posent la question: est-ce qu'on peut être ne serait-ce que français en étant musulman? Aujourd'hui, c'est quasiment une question qu'on peut se poser quand on vit dans un quartier, à force d'écouter des gens pointer du doigt les spécificités, les caractéristiques culturelles de ces habitants. Alors, on va maintenant traiter un sujet que j'avais envie d'évoquer avec vous, cher Hanan Nargis Joriyad. D'ailleurs, tu pourras me donner évidemment ton avis sur le sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que la France ne semble pas prête à accepter une quelconque invitation américaine pour l'inauguration de la fameuse ambassade américaine des États-Unis, qui sera transférée, comme tout le monde le sait, qui sera transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Qui doit être officiellement ouverte dans quelques jours. Selon la journaliste Ariel Bonzon, il n'est pas question que la France soit représentée le 14 mai à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. L'ancienne correspondante en Israël pour la télévision suisse romande indique que Emmanuel Macron ne sera pas présent, que aucune délégation n'est prévue, ni ambassadeur de France à Tel Aviv, ni le consul général de France à Jérusalem ne s'y rendront, assume Ariane Bonzon, de sources très bien informées, nous dit-on. Avant l'annonce de Donald Trump de transférer son ambassade de Jérusalem, le président français avait affirmé, on se rappelle, ses préoccupations tant dans une communication, puisque l'Élysée avait indiqué que le président français avait appelé son homologue américain. Emmanuel Macron a rappelé que la question du statut de Jérusalem devra être réglée dans le cadre des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, visant en particulier l'établissement de deux États vivant côte à côte en paix, en sécurité, avec Jérusalem comme capitale. Alors lors du dîner du CRIF en mars dernier, on se rappelle que Emmanuel Macron avait aussi critiqué la décision de Donald Trump. Je pense qu'il n'a pas été à la résolution du conflit, à la situation. Je ne pense même pas qu'il a aidé à la situation de ce conflit. A-t-il indiqué, parlant de véritable erreur concernant cette décision de Donald Trump. Alors, le fait que la France n'envoie personne quant à l'inauguration de cette ambassade américaine, visiblement, et d'après les informations que l'on a du côté de Jérusalem, est-ce une forme de boycott, Alan? Alors c'est tout à fait une forme de boycott, mais c'est aussi, comme tu le disais, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron au dîner du CRIF, c'est qui reste pragmatique, droit dans ses bottes et cohérent avec déjà ce qu'il a dit. Donc une autre forme de boycott là par contre qui est totalement assumée et lancée par le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, donc l'Organisation de libération de la Palestine, qui est donc Saeb Erekat, qui a appelé ce lundi les représentants des États et les membres du corps diplomatique et des organisations de la société civile à boycotter la cérémonie de transfert de l'ambassade américaine à la ville de Jérusalem. Donc dans un communiqué qui a été transmis, il dit: la participation à la cérémonie d'inauguration légitime,
une décision illégitime et illégale et favorise le silence sur les politiques de l'occupation. Et il parle de complicité de crimes contre le droit du peuple palestinien à sa capitale souveraine. Donc j'espère que cet appel au boycott va être entendu par les différents membres de l'OLP, tout simplement. Oui, le 14 mai prochain, ce devrait être la date effectivement pour l'inauguration de cette ambassade. Est-ce que ton avis est somme toute partagé avec celui d'Alan, Nargis, sur justement la France qui reste pour le coup, et à ce sujet en tout cas, pragmatique ou droit dans ses bottes, comme on veut. Bah en fait j'ai envie de dire encore heureux parce que comme ce qui a été dit dans le communiqué, enfin c'était un communiqué, c'est ça? Oui, communiqué. Tu viens de lire, ça aurait été, enfin c'est un acte complètement, illégitime en fait. Et de fait, si la France avait soutenu ça, pour moi ça aurait été clairement honteux et hypocrite en fait. À quoi ça sert de faire des organisations internationales censées gérer ce genre de questions si un président arrive comme ça et déclare que Jérusalem est une capitale pour un pays, pour Israël. Je vois pas le. Petite réaction ou pas? Une petite oui, sur le monde arabo-musulman qui est quand même plutôt bien silencieux, voire déchiré sur ce thème-là. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à l'Égypte, je pense à plein de pays qui finalement se taisent ou même approuvent peut-être cette décision, et je trouve ça bien malheureux parce que justement sur ce conflit-là, s'il y a pas des différents groupes de pression pour arriver à quelque chose de bien pour le peuple palestinien, à savoir un État, ils y arriveront pas sans l'appui notamment de ce monde-là arabo-musulman qui est totalement aujourd'hui déchiré. Alors, surtout une provocation dans le choix de la date qui arrive en même temps que la création de l'État d'Israël. Donc là, c'est vraiment la consécration. Se moquer une bonne nouvelle, d'eux, quoi. Une bonne nouvelle quand même concernant les Palestiniens. On parle de culture et de cinéma puisque les Palestiniens auront pour la première fois, messieurs dames, une représentation officielle au Festival de Cannes, une chance de promotion pour le cinéma palestinien. Des films palestiniens qui ont déjà été présentés à plusieurs reprises à la grande messe du cinéma qui débute d'ailleurs demain. Mais c'est la première fois en tout cas que les cinéastes palestiniens disposeront d'un pavillon. Et donc la Palestine a presque chaque année un film sélectionné à Cannes ou présélectionné à Cannes. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de représentation officielle, a expliqué le cinéaste, un des cinéastes palestiniens qui s'explique sur ce sujet. Il est très important, dit-il, d'avoir un organisme qui essaie de représenter le cinéma palestinien et d'établir des contacts, a-t-il ajouté. Le pavillon est en grande partie financé par le ministère palestinien de la culture, qui n'a pas souhaité donner de détails sur les sommes investies. Cannes est important car évidemment c'est une plaque tournante et donnant la porte d'entrée à toute l'Europe, qui est un grand marché pour les films palestiniens. En 2017, on se souvient qu'un film palestinien sur les prisons israéliennes notamment avait remporté le prix du meilleur documentaire au Festival international du film de Berlin. En 2002, un autre film palestinien qui avait obtenu auprès du jury au Festival de Cannes, le grand prix du jury donc au Festival de Cannes en 2002. Donc c'est une bonne nouvelle pour le cinéma palestinien qui offre également une grosse diversité au travers de cet art qu'est le cinéma. Bonne nouvelle ou pas pour les Palestiniens et cette représentation, j'ai envie de dire, cette année? Bah oui, bonne nouvelle. Oui, de toute façon c'est comme ça que, faut s'imposer sur tous les plans, et donc le plan culturel est on peut pas l'ignorer. C'est un outil aussi pour dénoncer, hein. Bien sûr, militantisme, bien sûr. Voilà, complètement. Donc oui, très bonne nouvelle, je pense. Eh bien, on s'en réjouit, j'ai envie de dire. Coup de cœur, maintenant. Coup de cœur de Nargis et de Hanan. Alors, on va commencer, on va faire le sens contraire, c'est-à-dire, Hanan, ton coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur, donc il est pour cette marche des 1400 kilomètres, donc qui a été initiée par Cédric Héroux, donc le fameux militant qui œuvre en faveur des réfugiés. Donc il dit c'est une démarche plus qu'une marche. Et donc cette marche étape, en fait, elle a démarré le 30 avril à Douvres et elle se finira en Angleterre le 7
juillet. Donc elle regroupe une cinquantaine de personnes encadrées, donc des associatifs, des collectifs, des ONG, des politiques, des hommes d'église, des citoyens, des militants, voilà, qui vont marcher d'une frontière à une autre en 66 étapes. Ouais. Donc je continuerai à donner des nouvelles peut-être tous les lundis pour dire où est-ce qu'ils en sont et comment est-ce qu'ils sont accueillis. Donc cette marche là, comme je le disais, moi ça me fait pas mal penser à la marche pour l'égalité et la dignité, voilà. En 83. Donc, voilà, en 83. Appelé la marche des beurs. Voilà, malheureusement la marche des beurs. Donc c'est un début de processus effectivement qui est mis en place, et tous ces marcheurs vont en fait à la rencontre des citoyens pour aussi chercher des réponses concrètes en fait à l'accueil des réfugiés, des migrants économiques et politiques. Voilà. Alors, Nargis, mon coup de cœur, moi, c'est sur une campagne, donc ça fait vraiment écho à ce dont Hanan vient de parler. Une campagne d'Amnesty International, donc c'est une petite vidéo qui s'appelle Through the Eyes of a Refugee. Elle dure à peu près. Tu parles aussi bien l'anglais que le président. Ah, je sais pas si c'est un compliment. Ah bah oui. Ah si, il parle bien anglais. Oui. Carrément. Ouais. Ouais. Je suis pas fan de son anglais, moi. Ah ouais? Ouais. Elle est plus au niveau, Nargis. Donc et je disais donc c'est une vidéo courte qui fait environ 5 minutes, dans laquelle sont filmées en fait des personnes en état d'hypnose. L'hypnotiseur en fait les met dans les conditions d'un réfugié depuis le début de ses problèmes. C'est génial. Donc la guerre, la perte des proches, le début du périple vers une terre de refuge, etc. Ouais. Les conditions extrêmes et dangereuses. Et en fait à la fin de cette expérience, donc les gens qui ont été filmés donc visionnent la vidéo. Et en fait, on leur demande s'ils souhaitent rencontrer la personne qui a vécu tout cela. Donc en fait, ce que disait l'hypnotiseur, c'était inspiré d'une véritable histoire. C'est l'histoire de Marwa, une jeune femme de 29 ans qui a fui la Syrie pour arriver aux Pays-Bas. Ouais. Donc c'est une vidéo qui m'a vraiment touchée, et j'invite nos auditeurs qui l'ont pas vue. Voilà. Alors Nargis, je l'ai vue, elle est vraiment super cette vidéo. Ça serait bien de la mettre sur Christophe Le Grand-Fort. Je la transfère. Ok. Oui. Ça marche. Et en fait, c'est vrai que voilà, même ceux qui se sentent proches de la cause des réfugiés, on peut jamais ressentir la souffrance par laquelle sont passés ces gens-là. C'est vrai. Mais c'est le défi justement que relève l'hypnose, et je me suis dit que ça ferait peut-être une belle leçon à tous les membres de Génération Identitaire, qui s'amusent à bloquer les migrants. Effectivement. Qui n'ont pas été condamnés. Dans un instant. Voilà. Merci d'être avec nous en direct. Oui, ça va vite. Les pubs apparemment sont courtes. C'est pas pour nous déplaire d'ailleurs. Enfin, un petit peu moins au patron, forcément. Mais nous, c'est mieux. C'est le LGF, le Grand Forum, avec Nargis, Sanan Zawani et notre invité Jean-Riyad Kachaou. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais, je me suis pas trompé. Voilà. Au top. Donc, Jean-Riyad, on rappelle le titre du livre. Alors, c'est 93 370 les Bosquets, un ghetto français. C'est aux éditions Melting Book, une jeune maison d'édition qui je fais un peu de pub, qui vient de sortir un bouquin sur l'état d'urgence permanent d'Assina Meshaï et de Sarrazine, une très belle enquête sur les conséquences de l'état d'urgence sur la population qui en subit le plus les conséquences, à savoir les Français de confession musulmane. Voilà, donc l'état d'urgence permanent aux éditions Melting Book. Bon, allez, c'est parti maintenant pour ce qu'on appelle communément dans cette émission Libertad. Vous allez pouvoir nous appeler au 01 40 33 9000. Vous avez peut-être écouté quelque chose en particulier sur lequel vous souhaiteriez réagir dans cette émission. C'est le moment de décrocher votre téléphone ou tout simplement faire passer un coup de gueule, un coup de cœur, nous faire part d'un événement qui se passe près de chez vous. Utilisez en tout cas à bon escient cet outil qu'est Libertad au quotidien. 01 40 33 9000 pour nous joindre et en direct. Qui est avec nous? Bonsoir. C'est Habib d'Aubervilliers. Bonsoir monsieur Habib d'Aubervilliers. Qu'est-ce qui se passe Habib? Ça va, alhamdoulilah. Tu es un champion, Christophe. Champion de quoi? D'échecs? Non. De tout. Tu es très bien, vraiment. Aïchek Habib. Voilà. Merci Habib. Merci. Hey, Christophe, je voulais te montrer. Oui. Hey, pour les réfugiés. Oui. Hein? Moi, tu sais, j'ai 70 ans, je travaille ambulancier jusqu'à maintenant. J'ai pris ma retraite. 1000 € par mois la retraite. C'est pas assez pour vivre. Tu comprends? Et je travaille encore. Et je cotise. J'ai plus le droit ni chômage, ni trimestre, rien du tout. Et je travaille encore et je cotise 500 € à fond perdu. Comme un retraité actif. Tu vois? Je ne sais pas comment les pauvres gens ici, ils sont sur les ponts là.
Et l'État, il fait rien du tout. Pour les immigrés. Merci Habib. En tout cas, Macron vous a remercié, vous les retraités. Mais c'est pas assez, les gens, ni toilettes, ni cuisine, ni rien du tout. Même la maire de Paris, elle fait rien du tout. Ils sont à Port de la Chapelle. Elle fait rien. Aujourd'hui, c'est c'est les associatifs qui font le travail. Voilà. Oui, mais j'ai vu, ils les amènent quelque chose à manger, c'est tout. Il fallait le trouver d'où pour dormir et tout. Là-bas, il dort sous le pont. C'est malheureux, quoi. Merci Habib. Voilà. Bonne soirée à toi. Bon courage. Bon courage, merci Habib. 01 40 33 9000. Évidemment, pour nous appeler Libertad. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous chuchotez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce qu'on vient de voir un tweet de Macron qui déclare depuis l'Australie. Je souhaite que nous puissions accueillir beaucoup plus d'Australiens en France. Ah oui. Voilà, hashtag les bons migrants. Ah, pas mal, bien vu. Ouais. Tu sais qu'il est rentré quand même depuis. Hein. Ouais, bah, ça, je suis choqué. Là. Allô, bonsoir. Qui est là? Ah bah oui, forcément. Le chat, oui. Le chat. On a des chats des fois de temps en temps, JR. Voilà. Le chat. Coucou Chepanier maintenant. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre part à la liberté sur France Maghreb 2. On vous l'offre chaque soir dans cette émission. C'est Libertad sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, partout ailleurs en France. Il y a eu un gros événement à Marseille ce week-end avec le salon de l'Algérie qui a apparemment bien marché. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Salim Benessot. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai te donné une info que j'ai reçue, que j'ai lu j'ai lu un article hier sur Internet. Parle bien devant ton téléphone, Salim. Ça va mieux, là? Ouais, vas-y. J'ai lu un article hier sur Internet concernant l'Union juive française pour la paix. Oui. Donc j'ai découvert que leur compte PayPal a été suspendu. Ah oui? Depuis le 4 mars dernier. Ouais. Oui. Concernant enfin, en fait, ils n'ont pas eu d'explication, en fait. Mais eux, ils ont conclu que c'était suite à leur lutte. Bah évidemment, il y a qu'à lire en Israël, en fait. Il y a qu'à lire leur tribune contre la tribune des 300, elle est juste exceptionnelle, quoi. Merci Salim pour l'info. Merci. Salut. C'est pas les seuls à avoir eu des comptes suspendus et justement, les militants commencent à appeler au boycott de PayPal. Par contre, les printemps républicains et compagnie, ils ont pas de problème. Hein. Ça fonctionne à merveille. Il faut croire. Ouais. Pour l'instant, on verra. Bon, eh bien, c'est tout pour ça aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est tout pour aujourd'hui. Mon cher Jean Riyad, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. Oui, Hanan, je te sens envie de conclure là, vas-y. Oui, ce fut dense et j'ai beaucoup aimé cette émission. Déjà avec Nargis, donc c'est notre première. C'est la fraîcheur de l'émission. Toutes les deux. Et effectivement, j'ai trouvé Jean Riyad hyper pertinent, donc voilà quoi. Ouais, Jean Riyad, il pourrait très bien endosser le rôle d'un chroniqueur. Je n'osais pas te le dire, Christophe, mais vraiment pertinent, ouais. Ouais, absolument. Mais il est jamais disponible à cette heure-ci. Me dit-il. Il faudrait que j'aménage mon emploi du temps. C'est un message que j'adresse à mon chef d'établissement. Les emplois du temps, pour l'année prochaine, s'il écoute. Nargis. J'ai kiffé l'émission aussi, l'intervenant pareil, une parole hyper pertinente, un travail nécessaire en fait. Et ça fait vraiment plaisir. Et moi qui ai lu le bouquin, ça se lit vraiment très très facilement. Donc c'est à peine 200 pages. Donc chers auditeurs, chères auditrices, Melting Book 93 370 Les Bosquets, un ghetto français. Merci à tous, bonne soirée. Dans un instant, l'excellent Medjet sur France Maghreb 2. On est de retour demain pour le best-of et mercredi en direct 18h. Marine Garel pour l'actualité. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Édouard Philippe dit vouloir la mise en place d'une règle d'or pour interdire un endettement excessif de la SNCF. Il veut aussi soumettre au vote du Parlement la reprise de la dette de l'entreprise. La CGT cheminot est motivée de son côté pour continuer le mouvement social. L'entretien à Matignon avec le Premier ministre aujourd'hui n'a pas convaincu Laurent Brun. Dans les airs, Air France a entamé aujourd'hui son 14e jour de débrayage. La compagnie prévoit d'assurer 85% de ses vols. Un photographe indépendant annonce avoir porté plainte contre le directeur d'un abattoir des Yvelines pour violence et menaces avec armes. Il l'accuse de l'avoir plaqué au sol, un couteau sous la gorge, alors qu'il filmait une intrusion de militants de la cause animale en avril. Le directeur de l'abattoir, lui, de son côté, a déposé 2 plaintes contre X, l'une pour violation de domicile, l'autre pour violence.
EDF a porté plainte contre X après la disparition de cadenas sur des armoires du contrôle-commande de l'EPR de Flamanville. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet événement qui n'a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations. Un policier du 18e arrondissement de Paris a été mis en examen pour trafic d'influence et corruption. Il est soupçonné d'avoir reçu de l'argent de la part de gérants de bars dont il devait contrôler les établissements. Vladimir Poutine a été intronisé aujourd'hui pour un 4e mandat au Kremlin. Près de 1600 personnes ont été arrêtées ce week-end dans tout le pays lors de manifestations d'opposants. Après déjà 18 ans au pouvoir, le dirigeant russe peut donc rester au Kremlin jusqu'en 2024. Le cirque Pinder, fondé en 1854, a été placé en liquidation judiciaire. En cause, la baisse de la fréquentation liée à la crise économique et les nombreuses critiques contre la présence d'animaux dans les cirques. En 3 ans, le groupe est passé de 450 000 spectateurs à 100 000 par an. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.